Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic Ascharya. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, vous le savez peut-être déjà, une fois par mois, j'accueille un ou une invitée sur ce podcast. Mes invités ont des parcours très différents, mais ont en commun l'interculturel. Aujourd'hui, mon invité et moi-même avons à la fois la chance et le plaisir d'être généreusement accueillis par l'Institut du monde arabe. C'est un lieu avec lequel j'ai une histoire, et je ne suis pas la seule, puisque c'est aussi le cas de mon invité, on en reparlera. Trêve de suspense, je suis très heureuse de discuter interculturel aujourd'hui avec un artiste dont les œuvres réunissent les peuples dans le monde entier. J'ai nommé le calligrapheur franco-tunisien El Cid. Bonjour, bienvenue. Bonjour Charlotte, merci. Alors, dans ce podcast, je n'ai pas l'habitude de présenter mes invités, Ok. parce que je trouve ça dommage, et j'aime bien demander à chacun et chacune de se présenter avec ses propres mots. Est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es? C'est quoi ton histoire? Ok. Te présenter. Je m'appelle El Cid, je suis un artiste qui crée des œuvres dans l'espace public principalement, des grandes murales ou sculptures. Et j'ai créé un langage visuel qui s'inspire de la calligraphie arabe. Et j'essaie à travers mon travail de créer des ponts, on va dire, entre les peuples, les cultures et les générations. Voilà, Génial. en gros. J'adore. Merci. C'est pour ça que moi, je connaissais ton travail de loin, Ok. depuis longtemps. Ok. Je l'avais découvert, t'as fait, j'espère que je ne me trompe pas, je n'ai pas revérifié, mais c'est toi qui a habillé la Maison de la Tunisie à la Cité universitaire À internationale. l'époque, la première en 2013, et la nouvelle, c'est Hosni Ertelli Chouf qui l'a fait. Ah, ça a été refait. Ouais, en Bah, fait, tu vois, parce qu'il y a la nouvelle maison de la Tunisie qui est sur le périph', mais la maison de la Tunisie qui est boulevard Jourdain ou Jourdan, sur Paris, ouais, je l'ai faite en 2013. D'accord. Et ben, du coup, je connaissais ton travail comme ça, mais je ne connaissais pas en fait l'âme Ok. finalement de ce que tu transmets. Ok, Et je l'ai redécouvert il y a quelques semaines ok, au Petit Palais. d'accord. Et quand j'ai vu effectivement ce que tu cherchais à transmettre avec ton art, je me suis dit, mais en fait, il faut que je l'invite sur le podcast. Voilà. Et je t'ai envoyé un message, et nous voici aujourd'hui. Exactement. Toi, tu as grandi dans l'interculturel, du coup. Tu es né en France? Ouais, je suis né à Paris. Tes parents sont ou tunisiens ou sont d'origine tunisienne, Ils c'est sont ça? tunisiens nés en Tunisie. Ils sont arrivés, mon père est arrivé en France en 68 et ma mère en 76. D'accord. Et donc moi, mes deux frères et ma sœur, on est nés ici. Tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à tes cultures, du coup? En fait, mes parents ont vraiment fait en sorte de nous connecter avec la Tunisie. Donc on partait tous les 2 ans à l'époque en vacances, on mangeait tunisien à la maison, on avait la parabole, donc on regardait la télé tunisienne. Donc c'était très important pour eux pour qu'on soit connecté avec les origines. Et quand on allait en Tunisie, c'était des vacances familiales dans le sud, à Gabès. Et plus tard, on commençait à visiter le reste de la Tunisie, genre Djerba ou Sousse. Mais il y avait vraiment ce besoin de créer cette connexion pour moi, mes deux frères et ma sœur avec la terre-mère. Et, et après, l'interculturel, en fait, il était imposé, pas imposé, mais j'ai eu cette crise identitaire quand j'étais adolescent où j'avais l'impression que je devais choisir entre être tunisien ou être français. Et c'est quelque chose que je reproche en fait aux deux. En France, on me demandait d'être complètement français ou juste français. En Tunisie, on me demandait d'être juste tunisien. Et on me demandait toujours en fait qu'est-ce que tu préfères. En Tunisie, on me demandait tu préfères la France ou la Tunisie. Et puis ici, il y avait souvent ce rapport à l'origine. Ouais, t'es français, mais de quelle origine? Mais t'es d'où? Mm. Et on le sent, et j'ai l'impression qu'on le sent encore plus aujourd'hui en 2025. Et j'ai pris la décision très jeune en fait, de me diriger
et de juste choisir mes origines arabes. Et donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre à lire et écrire l'arabe, parce que je ne savais pas lire. Je savais ni lire ni écrire. Et en faisant ça, j'ai découvert la calligraphie, que j'ai commencé à mixer avec le graffiti, que je pratiquais depuis quelques années déjà. Et en avançant là-dedans, je me suis rendu compte que jamais j'aurais été capable de faire ce que je faisais ou ce que je fais aujourd'hui si j'étais pas français aussi. Mm. Parce que cet amour pour cet exotisme, en fait, qui était dans la calligraphie, bah, si j'étais né en Tunisie, si j'ai vécu en Tunisie, je l'aurais jamais eu. Et donc, la calligraphie, en fait, elle m'a aidé à réconcilier mes deux cultures. D'une certaine, pas les réconcilier parce qu'il n'y avait pas vraiment de fight, mais plus à ouais, les ramener ensemble, les regrouper, les mixer. Écrire Et toi-même finalement ton identité plurielle, exactement, quoi. exactement. Mais le problème, c'est que l'identité, surtout ici en France, elle est monolithique. Donc, il Mm. y a juste un seul élément, une seule couche. Alors que moi, quand je suis en Tunisie, par exemple, quand je suis à Tunis, je suis du sud. Quand je suis quand je suis dans le sud de la France, je suis parisien. C'est, je crois, Lino d'Arsenic qui dit ça. Je suis du 9-5 à Paris, parisien dans le sud et du 9-5 à Paris. Et donc, c'est vrai, quand je suis à Paris, je suis du 92. Et donc, il y a ce besoin d'identification qui est très important. Mm. Et donc, c'est toutes ces couches-là qui créent les personnes que nous sommes. On n'est pas juste un- une origine, mais on est aussi un moment donné. C'est comme ça que je définis l'identité. Moi, aujourd'hui, je me définis plus par mes origines géographiques, mais plus par mes origines historiques. En fait, je serais pas ce que je suis si il n'y avait pas eu. On peut revenir très loin comme ça, mais si mon père n'avait pas immigré en France, eh ben, je serais pas ce que je suis. Et mon père n'aurait pas immigré en France si la France n'avait pas été colonisée ou s'il n'y avait pas eu le protectorat français. Des fois, je me pose la question si c'était l'Espagne qui était venue en Tunisie, est-ce que mon père serait allé à Madrid au lieu de venir à Paris? Mm. Et donc, ça aurait créé un personnage complètement différent pour moi et pour d'autres personnes. C'est l'effet papillon. Exactement. Et encore papillon, on a tendance à penser que c'est un petit événement qui peut avoir des grandes conséquences, mais là, tu parles du protectorat, etc. Bon, Mhm. là, on parle aussi de Ouais, gros événements non, bah ouais, de gros événements, mais qui ont après, des petites conséquences presque. C'est aussi un peu. bah, ça a des conséquences, je pense, sur tout le monde, Mm. sur moi. En fait, c'est des conséquences générationnelles. Après, aujourd'hui, en fait, le fait de se définir par un lieu, c'est très réducteur. Parce que quand je vais dans un endroit, j'essaye de m'adapter à l'endroit. Quand je suis au Népal, je suis népali. Quand je suis en Italie, je fais un projet, je suis italien. Aux States, je suis américain, mais pas trop. Non, je rigole. En fait, j'essaie vraiment de rentrer dans le moule Mm. et d'apprendre et de comprendre les gens. Et c'est ça qui fait que je peux des fois faire des projets dans des endroits farfelus ou insolites. Mm. Farfelus, non, insolites plutôt. Ah, farfelu. Je sais pas quelle est Mm. l'origine du mot Ouais, farfelu parce que je suis sûre qu'il y a des trucs à ouais, étudier sur ouais. l'interculturel là-dessus aussi. Mais j'ai l'impression que ce rapport justement aux identités, au pluriel, il est aussi très, effectivement très culturel. Tu parles de culture monolithique en France. Mhm, J'ai l'impression, alors moi je suis allée en Colombie entre autres, et j'ai l'impression que, mais d'un œil extérieur parce que tu vois, j'ai pas habité là-bas, je suis pas restée non plus suffisamment longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport justement à la pluralité des identités qui est différent. Notamment, et je me demande si c'est pas lié, tu sais, à l'histoire coloniale justement. J'ai l'impression qu'en France, quand on demande aux gens: «Mais d'où tu viens, vraiment?» tu vois? Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un côté, si tu as des origines multiples, tu es un petit peu moins français. ouais. Alors que c'est pas forcément le cas dans d'autres pays où il peut y avoir, tu vois, du racisme, de la discrimination et cetera, mais pas sous cet angle de: «Tu es moins Mhm, de notre pays parce que tu as des racines étrangères», tu sais? c'est Il y vrai. a, Moi, ce qui est bizarre, c'est que j'ai dû quitter la France pour me sentir français la première fois. mmh, Et je regrette. Enfin, en fait, je regrette pas, je trouve ça juste intéressant comme anecdote, c'est que j'ai vécu aux États-Unis, donc en fait, il y a 20 ans, j'ai quitté Paris, je suis parti vivre à New York, et c'est le fait d'avoir un accent français quand je parle anglais qui fait que les gens me demandaient Are you French? I'm like, yes. Et en fait, ça m'a, ouais, ça m'avait surpris la première fois, mmh. et après, voilà, j'embrasse cette identité sans aucun problème aujourd'hui, même si ça déplaît aux gens de BFM TV. Non, je rigole. On va pas cibler Monsieur Pro. Euh, non. Non, mais c'est qui aujourd'hui, il y a un débat en fait qui a un non-sens à mon avis, hein, Mmh. sur les origines, sur ce que c'est être français, sur l'identité nationale. Mmh. Et ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui on définit l'identité nationale française par la négation, au lieu de la définir par l'affirmation. C'est-à-dire que le dire être français, c'est ça, ça et ça. On dit être français, c'est ne pas être ça, ça et ça. Ah,
c'est Ouais. intéressant comme réflexion. Je m'étais jamais posé la question sous cet angle-là. Mm. Mais oui. Et en même temps, c'est vrai que l'identité culturelle, les identités culturelles sont toujours en comparaison à autre chose, en relation à autre chose. Mhm. Et ce que tu décris de quand tu t'es senti français en étant à l'étranger, en fait, moi qui suis, tu vois, plutôt de racines françaises, enfin, si j'ai un petit peu de sang polonais il y a très, très, très Ok. longtemps, tu vois. Mais globalement, je suis plutôt ce qu'on va appeler français de souche, voilà. Et je vis aussi ce truc-là, de dire: «OK, moi, ma culture, c'est celle-là», quand je vais à l'étranger. Parce que souvent, c'est en découvrant d'autres manières de faire aussi qu'on se rend compte de comment on fait les choses nous. Mhm. Donc je trouve ça intéressant ce rapport à soit dans la découverte de l'autre avec un grand A, la personne ou l'autre façon de faire, tu sais? Il y a vraiment C'est un vrai. côté, On est tous un étranger quelque part, donc c'est ça qui est intéressant, mais on l'oublie. mmh, Donc on regarde toujours la personne qui vient chez nous, mais on oublie en fait nous quand on va quelque part. mmh. Et c'est aussi les termes, en fait, le vocabulaire utilisé. Moi, je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, ensuite je suis allé au Canada, j'ai rencontré un, un Français de souche qui me disait je suis expat. Je dis non, en fait, t'es pas expat. Il était venu avec un visa de travail pour chercher du travail au Canada. Donc il Donc a pas été envoyé il n'a par pas sa été. boîte Non, à exactement. l'étranger. Et donc je dis Ouais, non, t'es un immigré. T'es ouais. un immigré. Donc, et le terme, il est intéressant parce que expat, des fois, c'est limité. On a l'impression de l'accorder seulement à un certain type de personnes. Alors Mmh. que l'immigration, je pense que l'immigration, elle apporte tellement de choses à tous les pays qui la reçoivent. On s'en rend pas compte aujourd'hui, on est en train de la, de la condamner, alors que non, ça permet de créer tellement de mix. Et, euh, et voilà, t'imagines si on mange. Moi, je compare toujours souvent les choses à la nourriture. Quand on mange toujours le même plat, sans nouvelles épices, sans le mixer avec quoi que ce soit, c'est fade. Ouais, Et donc, moi, je pense que la culture française, la culture est faite pour évoluer. Et elle est pas, elle est pas figée. ouais, elle est pas Mmh. figée. Donc, Oui, il y a pas une photo à un moment donné, c'est ce non, que je dis souvent, bah, moi, enfin, je travaille sur ces questions-là et quand je donne des conférences ou que j'interviens avec les enfants et cetera, justement, je parle de ça. En fait, il y a pas un moment dans l'histoire où tu peux prendre une photo de la culture et c'est dire: «Ça, c'est impossible. la vraie». Non, il n'y a Ça pas. existe pas ça. Il y a toujours Non, eu de la diversité, il y a toujours exactement. de l'évolution, il y a toujours eu, Mhm. je crois que c'est l'UNESCO qui définit ça comme, qui définit les cultures comme des processus dynamiques. Exactement. C'est dynamique. Et que la culture tunisienne, même par exemple en Tunisie ou en France, ça évolue. Genre, ce qui existait il y a 20 ans, c'est pas la même chose. Moi, je regarde juste dans le style vestimentaire des gens. Euh, Il y a des choses qui, à 30 ans, une personne ne pouvait pas porter. Si elle disait, oh, moi, je suis punk, ou Mmh. je suis, genre, j'ai une identité hip-hop. Et aujourd'hui, je voyais un mix de tout. Euh, un mec qui faisait du rap avant, il portait pas des Doc Martens, c'était impossible. Alors qu'aujourd'hui, c'est normal. Ouais, Donc voilà. ouais. Faut juste embrasser ça, il faut embrasser la différence. Mmh. Mais ce que tu dis sur la cuisine, là, ça me parle totalement parce que j'étais tombée sur une citation, enfin, je sais plus quelle, je crois que c'était sur LinkedIn, quelqu'un qui disait et je trouvais ça génial, il disait: «Mais en fait, la diversité, c'est comme cuisiner avec des œufs. Avec des œufs, tu peux faire plein de trucs. Exactement. Tu peux faire des omelettes, tu peux faire, des œufs au plat, tu peux faire des œufs à la coque, tu peux faire mais si tu rajoutes de la farine et du sucre, mais le Mm, champ des possibles, il est immense, en fait et exactement. c'est vachement plus riche et c'est vachement C'est vrai? voilà et ouais, j'aime bien cette idée-là, de la cuisine. Tu parles des États-Unis, du Canada. Mhm. Je voulais te demander justement, au-delà de la France et de la Tunisie, si toi tu voyageais quand tu étais plus jeune, enfin comment en fait ton rapport au monde parce qu'aujourd'hui tu voyages, non-stop, Mhm. comment ton rapport au monde, s'est développé? Enfin, ça a toujours fait partie de ta vie le voyage, au-delà de la France et la Tunisie ou pas forcément? Non, on voyageait pas en fait. On n'avait pas, on n'avait pas les finances pour voyager, donc on partait en Tunisie tous les 2 ans. Le seul voyage que j'ai dû faire entre les vacances d'été, c'était en 1992 avec mon club de foot. On avait participé à la Gothia Cup, donc c'est la Coupe du Monde une sorte de Coupe du Monde de foot pour les jeunes. La OK. Gothia Cup à Göteborg en Suède et la Dana Cup au Danemark. Donc c'est les seuls voyages que j'ai faits. Et mon collège, il était jumelé avec un lycée à Sousse en Tunisie. Donc j'ai découvert en fait la Tunisie à travers mon collège. Ah, c'est marrant Voilà, ça. avec ma prof d'anglais, Madame Serroussi, paix à son âme, qui était, son mari, il était de Gabès, et elle était de Tunis. Et donc on partait 2 semaines en Tunisie, on arrivait à Sousse, et puis on faisait Sousse El Jem, Sousse Kérouan, Sousse Nabeul. Non, Et tous les jours, en fait, on découvre une nouvelle ville. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Tunisie, à mais l'époque. c'est Ouais. génial. Et puis ouais, je suis toujours en contact avec mon correspondant de l'époque. Bah, je suis toujours en contact avec lui aujourd'hui, 30 ans plus tard.
Excellent. Voilà. Moi, j'aurais rêvé de faire j'ai ramené des élèves tunisiens en France OK, et j'ai pas eu l'occasion de faire l'échange inverse. J'aurais adoré faire ça, OK, mais en 2014, j'avais ramené, 21 de mes élèves parce que moi j'ai enseigné OK, à Merzasset, donc OK. dans un quartier de Tunis, et une de mes missions dans l'école, au-delà des ateliers autour de la diversité culturelle Mmh. et l'ouverture sur le monde, c'était, organiser le voyage scolaire et j'ai ramené OK. 21 de mes élèves entre 8 et 12 ans Wow. dans les Côtes d'Armor en Bretagne pour OK, rencontrer les élèves avec qui je les avais mis en correspondance, OK. là-bas et c'était extraordinaire. Enfin, ça a été alors j'ai perdu quelques années d'espérance de vie OK, dans l'organisation de ce projet franchement, OK. mais c'était une des plus belles aventures de ma vie. Enfin, voir ces enfants ensemble et de voir leur réaction. On faisait pas de formalisation de l'apprentissage Mmh. et de eux-mêmes, ils disaient: «Mais en fait, eux, leur pays, c'est pas du tout le même pays que nous et nous, notre pays, bah, c'est un autre monde pour eux, mais en fait, on se rend compte qu'on n'est pas si différents les uns des Non. autres que ce qu'on pensait» et c'était extraordinaire et j'aurais rêvé d'emmener les élèves bretons en Tunisie, puis, bah, mon contrat s'est arrêté, donc j'ai pas pu, voilà. Mais c'était incroyable. C'était extraordinaire. Mais, ceux qui suivent le podcast depuis un moment connaissent mon amour pour la Tunisie. Je voulais te demander, alors au-delà de l'interculturel, comment tu as commencé à t'intéresser au graffiti et alors tu as parlé de la calligraphie sur cette, crise Mmh. identitaire mais d'où ça vient en fait je sais pas, ton attirance, ta pratique de Ouais. la Moi, j'ai toujours, peint, en fait, peint et dessiné depuis que je suis tout petit. Mon rêve en tant que quand j'étais enfant, je voulais être animateur, genre pour Disney, travailler dans le OK. dessin animé. Donc, j'ai regardé Le Roi Lion et Aladdin Mmh. des milliers de fois. En fait, je le connais par cœur. Si tu mets Le Roi Lion et tu t'enlèves le son, je peux te le faire en entier. Chansons, les bruitages, tout. Et, et donc, j'avais cet amour pour, en fait, j'aimais dessiner. Je me rappelle, j'avais fait un dessin. La première fois que j'avais dessiné mon premier dessin que je maîtrisais, c'était le perroquet de la Castafiore. Le Perroquet de la Ah ouais, Castafiore dans c'est Tintin. vrai! Ouais, il Mais oui, avait c'est vrai qu'elle a un un perroquet, je perroquet, me rappelais pas. exactement. Donc, le perroquet de la Castafiore, je le maîtrisais très très bien. Et puis ensuite, j'ai dessiné Ratus. Je sais pas si tu connais Ratus. Ça me dit quelque chose. C'est dans les cours dans les années 80. C'était le manuel scolaire pour apprendre à lire et écrire. Et Ratus, c'était un rat vert. Et donc, je dessinais les doubles pages de Ratus. Et puis, ouais, après, voilà, le graffiti, c'est arrivé vraiment plus tard. J'avais l'impression que c'était un langage artistique qui me parlait. Il y avait quelque chose de, pas d'envoûtant, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment la façon dont les artistes du graphe avaient créé leurs propres règles. Il y avait ce côté anticonformiste, ce côté pas forcément vandale, mais le fait de peindre avec un médium que peu de personnes utilisaient. Et ce que j'aimais le plus, c'était les grandes murales. Il y avait un groupe, un crew qui s'appelait MAC, que je suivais en fait dans les magazines Radical, tous ces magazines à l'époque qui sortaient en librairie. Il y avait toujours 5 pages graffiti où il y avait les photos et Mac, en fait, moi j'étais fan d'eux. Et il y avait un artiste qui s'appelait El Juan, un artiste français d'origine espagnole. Et donc le El Cid, ça vient en fait de El Juan à la base. Ah! Ouais. En fait, le Cid, ça vient du Cid de Corneille. Ouais. Et le El, à la base, il vient de Juan. Parce qu'il taguait El Juan. Et je dis, ouais, El Juan, ça claque et ça fait arabe en même temps. Et donc, ouais, ça a été comme ça, petit à petit. Mais j'étais pas très sérieux en fait dans le graffiti. J'étais plus un danseur à l'époque, donc je dansais, j'étais un b-boy. OK. Ouais, Ah oui, ouais, OK. un breaker. Donc tu Ouais, as toujours été en fait dans les cultures populaires, cultures de rue et cetera? Parce qu'en ouais, fait, c'est populaire, plus je dirais marginal en fait. Tu sais, quand tu ouais. breakais à l'époque, t'étais on était des ovnis. Il n'y avait pas autant de mecs qui breakaient qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, ça est arrivé dans les Jeux Olympiques récemment. Mais à l'époque, dans chaque ville, t'avais quoi? T'avais maximum 10 gars qui breakaient. C'était vraiment, on les connaissait. Ah non, lui, c'est le breaker à lunettes. On va appeler le breaker à lunettes. Tu vois. Et, euh, et voilà, et après ça, il y avait cette expression, en fait, expression artistique qui m'intéressait, et puis la calligraphie, ça arrivait beaucoup plus tard. La première fois que j'ai vu quelqu'un faire de la calligraphie devant moi, c'était en 2004, et là ouais, je me suis mangé une gifle. Ah ouais. Ouais, et j'ai tellement aimé, et donc je cherchais un prof, la personne qui calligraphiait m'a dit non, je peux pas donner de cours parce que il y a personne qui est vraiment intéressé par cet art. Et puis en reproduisant
des calligraphies classiques, bah, j'ai commencé à développer un style sans vraiment savoir qu'il y avait des règles. Parce que dans la calligraphie, tu peux te prétendre calligraphe que si tu as appris chez un maître calligraphe, Ah ouais? qui a lui-même appris chez un maître calligraphe, et tu remontes comme ça Et 1400 ça, ans c'est derrière. spécifiquement dans la calligraphie arabe ou c'est Ouais, dans la ouais. calligraphie en Non, général non, arabe, tu ou... vois. Après, le Ouais. reste, je sais pas, je peux pas te dire pour la chinoise ou la Mm. gothique, mais en tout cas, la calligraphie arabe, tu prétends t'appeler calligraphe que si tu as appris chez un maître. Et donc, il y a des règles avec les points, et moi, je connais pas tout ça. Donc, au début, je me rappelle quand mon travail a commencé, on va dire, exposé, médiatisé, bah, il y a beaucoup de calligraphes traditionnels Ils qui sont venus la voir. m'insultaient, Eh oh! non, et qui me disaient, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de faire ça, faut apprendre des règles avant de les casser. Puis je dis, mais moi, je casse rien, en fait, je connais pas les règles, donc je peux pas les casser. Et donc, ouais, c'était une évolution très organique. Et j'ai pas eu de réflexion en me disant, je vais faire ça, je vais commencer à peindre, et je vais faire des gros projets et partir là et là. Non, Ça s'est fait. c'était plus un besoin, vraiment un besoin, comme en plus j'avais un job à l'époque, un 9 to 5, ou plus un 7 to 9, et j'étais consultant, Ah donc oui, non, voilà. mais t'as eu combien de vies? Tu vois, donc j'étais consultant, et donc je peignais le week-end. Je Ok. peignais le week-end, et donc je m'étais imposé une discipline où tous les week-ends j'allais peindre. Donc je me rappelle à cette époque-là, j'étais à Montréal, et puis après j'ai quitté mon job de consultant il y a 15 ans exactement. Donc, t'es parti à Montréal Je suis parti à pour New ton York. job Ouais, je à suis parti New à New York et York, Montréal? ensuite de New York je suis allé à Montréal, et après Montréal j'ai bossé pendant 2 ans en tant que consultant en supply chain management. Ensuite j'ai démissionné le 4 novembre 2010, Ok. un jeudi. Ouais. Non, ça va, c'est Un pas. moment déterminant, du coup, dans Ouais, ta non, vie, parce que en fait, ma forcément. fille, elle devait naître le 5 novembre, et en fait, elle est née le 6 au matin. Et donc, ouais, j'avais démissionné, j'avais planifié ça. Je me suis dit, je vais démissionner pour elle. Et donc, tout le monde m'a pris pour un fou parce que, en fait, quand tu as un bébé qui naît, normalement, tu Oui, tu restes. cherches la stabilité, Ouais, justement, mais notamment financière. ouais, et non, moi, c'est le contraire. Je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Mm. Et j'avais aussi besoin d'être présent physiquement. Genre, ça ne m'intéressait pas de réveiller ma fille le matin, partir au travail et rentrer et la trouver en train de dormir. Ça m'intéressait pas. Donc, ouais, j'ai fait ce leap of faith, ce grand saut, et Dieu merci, ça continue aujourd'hui. Mais tu l'as fait dans l'objectif de vivre de ton art à ce moment-là Ouais, ou c'était pas non, non, réfléchi si, ou... non, c'était très réfléchi. C'est qu'à cette période-là, fin 2009, début 2010, et jusqu'à fin 2010, en fait, on commençait à me solliciter. Ça me paraissait bizarre. On m'invitait, je me rappelle, aux États-Unis, à Toronto, un petit peu partout. Et, et pour moi, c'était même pas un. Je me rappelle la première fois qu'il y a quelqu'un qui m'a invité, c'était à Chicago. Il m'a écrit un email. Un gars, ils organisent un festival. Et on me dit, ouais, voilà, on aimerait t'inviter pour peindre une murale pendant notre festival. Et je dis, ok, laisse-moi regarder les prix des billets et je reviens vers toi. Et le gars me dit, non, mais genre, On t'invite. ouais, on t'invite. Donc moi, déjà, ce concept de me faire voyager pour peindre, à l'époque, il n'y a personne. Aujourd'hui, ça devient normal pour beaucoup de personnes au niveau artistique, mais moi, ça n'existait pas. Je connaissais personne qui me disait, ouais, j'ai été invité pour peindre. Et ensuite, je lui ai demandé l'adresse de l'endroit où j'allais peindre, de la murale. Et il m'a dit, non, mais. Parce que je voulais réserver l'hôtel à côté. Il m'a dit, non, mais tu sais, we take care of it. Je suis ok. Et après, il me dit, send me envoie-moi c'est le matériel dont tu as besoin. Et je dis, ah ouais, quand même. Il me paye mon avion, mon hôtel, et il me paye aussi ma peinture. C'est incroyable. Donc j'ai trouvé ça surprenant. Et juste après, ben voilà, en fait, un mois après, on m'avait invité à Toronto pour une murale aussi. Et là, on m'a demandé c'était quoi mon fee, combien je prenais. Et donc, je dis, ah ouais, attends, donc là, il me propose avion, hôtel, matériel, et en plus, il me paye en plus de ça. Je dis, ouais, c'est chelou, il y a un truc bizarre. Ouais. Donc là, je me rappelle, j'étais devant mon email, je réfléchissais, je dis, bon, C'est dur les combien je premières mets? fois. En plus, si tu Ouais, donnes un fil, tu justement, sais et dire, pas, OK. donc tu dis, je mets 500 $. Non, attends, 999, ça fait pas 1000, ça fait moins de 1000. Et je mets 1000 $ canadiens, et puis ils ont dit, ok, je dis, ok, waouh. Et donc, voilà, il y avait une entrée d'argent qui se faisait, puis mon travail qui commençait à être reconnu un petit peu. Et je pensais que c'était ouais, le meilleur moment pour faire le grand saut. Donc voilà. Extra. Et quand tu marchandes dans les souks en Tunisie, tu sais que si tu as donné ton prix et qu'ils t'ont dit oui direct, c'est que tu pas donné le bon Ouais, prix. exactement, exactement. Ouais. Ou quand on te donne un prix, tu dis non, j'ai que ça. Si on te dit 50, tu dis j'ai que 25. Et tu vois Ah, qu'ensuite tu vas négocier entre 25 et des 20. Tu vois. Donc voilà. OK. Et du coup, toi, quand tu es parti à New York, Ouais. tu avais cette quête de découvrir le monde ou enfin, tu vois, parce que l'international est arrivé dans ta vie comme ça,
Euh, C'est toi qui as cherché ça ou ça s'est fait comme ça ou... non, en fait, moi, je voulais aller à New York parce que j'ai vu, non, ça va paraître fou un petit peu. En fait, c'est Spider-Man qui m'a donné envie d'aller vivre à New York. Non, sérieusement. Et je me rappelle, j'avais une amie à moi qui s'appelait Bofa, qui était en master avec moi. Je lui disais, tu sais quoi, un jour, parce qu'elle, elle avait vécu à New York. Je dis, un jour, on sera ensemble à New York, on marchera, il y aura de la musique derrière nous. Et c'est marrant parce que quelques mois après, on s'est retrouvés à New York. Quand je commençais mon stage là-bas, elle est venue visiter avant de commencer son stage. Et on marchait, et il y avait de la musique. J'ai dit, t'as vu? C'était- Je, je l'avais vu, ça. C'était ma vision. C'est une Ouais, prémonition. exactement. Mais non, c'était New York, ça représentait tellement de choses pour moi, dans le sens où, au-delà de Spider-Man, Mhm. c'était ouais, genre la terre des opportunités, tout était possible, c'est comme ça que les gens ils le vendaient. Et malheureusement, à l'époque, j'arrivais pas à trouver de stage à Paris. Donc c'est pour ça que je suis Du coup, tu parti. t'es dit, je vais trouver un stage à New York. Ouais, non, en fait, exactement, je trouvais rien. Vraiment, je postulais et malheureusement, je trouvais rien du tout. Et, euh, et donc, j'ai regardé dans l'alumni de Mm. mon école à l'époque. Je trouvais deux, trois numéros, j'ai appelé. Et puis les gens me disent non, mais on a rien à offrir. Je dis non, mais tranquille, je suis à New York la semaine prochaine, est-ce qu'on peut se voir? Et puis une des boîtes à qui j'ai dit ça bah, m'a embauché, m'a fait mon visa et je suis parti vivre là-bas après. Trop bien. Donc ouais, j'avais besoin de ce challenge et même pour moi, partir aux États-Unis, je parlais même pas anglais. J'allais te demander Non, je parlais justement. pas anglais. Donc ce qui est cool, c'est que les deux entretiens que j'ai faits sont faits avec des Français à New York. Et ensuite avec le Big Boss qui parlait français ici à Paris. Je l'ai rencontré, il m'avait donné un rendez-vous au Sheraton de Roissy, Waouh. Terminal 2. Voilà. Et donc ouais, j'ai fait l'entretien et puis je me rappelle le 26, ouais, le 26 mars 2006, je suis arrivé à New York City. Et après, c'était le début de quelque chose de beau et différent. Et donc je pense que voilà, il y a- souvent on se donne des barrières, on se crée des barrières, des limitations, on dit non, je peux pas, il me manque ça, il faut que j'attende de Mm. faire ça, alors que moi, je parlais pas anglais, je suis arrivé, j'ai commencé le travail le 27 mars, les gens ils me parlaient, je disais yeah, je faisais yeah, et je m'étais donné une règle, c'est de pas traîner, de pas parler en fait, j'ai plein de potes français, et je les esquivais, comme la peste. Je dis non, tranquille, je veux pas te voir. Plus tard, là, Ouais, pas de souci. ouais, parce que j'avais besoin en fait de Mm. rencontrer des gens qui parlaient pas français. Et ça va tellement vite Ouais, quand t'as pas le choix. exactement. Et donc, et après, voilà, au bout d'un mois, tu commences à maîtriser, tu bégayes un petit peu, mais les gens, ils te comprennent. Et ce qui est cool aux États-Unis, c'est que personne va se moquer de toi parce que tu as un accent. Ouais. Et parler avec un accent français au States, ça claque. C'est même, Oh, voilà, so c'est même un plus. cute, tu vois, oh, so Ouais. cute, I love your French accent. Tu vois. Je dis, ok. Donc, voilà. Ok, excellent. Mais oui, non, il y a un rapport à la culture et aux origines qui est très, très Mm. différent aux États-Unis. Moi, ça m'avait sidérée. J'avais enseigné pareil, dans une classe, je sais pas, ça devait être CE2, tu Mhm. vois, ou CM1. Et les enfants, tu leur demandais, ils connaissaient toutes leurs origines. Alors moi, je suis un quart Ouais, ouais, italien, moitié irlandais, c'est vrai, et c'est une richesse, quoi. bien sûr. Mais c'est une richesse aussi ici. Sauf que aujourd'hui, on a envie de créer cette unification là. Il faut que tout le monde soit Mm, pareil. Alors qu'on n'a pas besoin. Tu vois, mm. genre, Et puis surtout, enfin, c'est beau il la peut pas y différence, hein. avoir d'unité Mm. sans diversité. Moi, c'est mon truc, c'est-à-dire que si tu cherches l'homogénéité, C'est tout le impossible. monde va se sentir exclu. C'est vrai, Donc il peut pas y avoir de cohésion si tout le monde doit cacher une partie de qui il ou elle est, en c'est fait. vrai. Enfin, moi, enfin, c'est C'est un beau peu ce que tu as mon... dit là. Voilà. Bien. Ouais. Le podcast, c'est Surprise interculturelle. Moi, le format classique, solo, je raconte mes anecdotes de voyage où j'étais surprise par des réactions ou des coutumes d'autres pays. Quand tu es, alors je te parle des États-Unis ou du Canada, tu as eu des moments comme ça où tu te dis: «Ah ouais, ça c'est différent, ça je m'y attendais pas», tu vois? Tu as eu des surprises, Surprise, moi en fait, j'avais beaucoup d'amis de la communauté latino, donc sud-américaine. J'ai beaucoup d'amis péruviens. Et je me rappelle, un pote à moi qui s'appelait Alex Mendoza, il m'avait invité à ce qu'ils appellent la poyada. La poyada, c'est une sorte de fête qu'ils font à la maison où on t'invite à manger du poulet braisé, mais tu payes ton plat. Ouais, tu payes ton ouais, plat. tu payes ton «Viens chez plat. moi, Ouais, c'est ouais. un resto». Et non, c'est exactement. Et donc tu viens, et donc il y avait sa sœur qui était assise à une table et je payais mon poulet. Excellent. Et donc c'était rigolo et il m'expliquait que c'était ils faisaient ça, et à chaque fois dans leur communauté, ils faisaient ça pour lever des fonds, pour construire une église ou supporter une école au Pérou. Et donc ouais, c'était Ah! marrant.
Et puis une semaine après, elle est venue avec une nouvelle paire de Air Max et je lui dis: «Ah ouais, la Poyada, ça paye, hein». Ouais. Non, Excellent. je rigole. Mais ouais, c'était une petite surprise interculturelle. C'était Ouais. intéressant. Ah, c'est marrant. Moi, j'ai eu un truc, un peu lié sur un mariage en Espagne, OK, où dans l'invitation, tu as le rib. OK. Donc en fait, tu payes ton enfin, il y a pas de prix fixe, tu vois? Ouais, tu payes ta Mais participation. tu payes ta participation au C'est bien, mariage et mais c'est c'est vrai bien. que ça fait bizarre quand tu reçois l'invitation, que tu vois le RIB dans l'invitation, tu es là: On attends, devrait faire ça, je pense, c'est normal. C'est pour supporter au lieu de ramener. Nous, on a le souvenir du service qui a tourné, qui a été offert à. Ouais, il y a le service à café qui a été offert à mon frère. Ensuite, ma mère, elle l'a offert au fils de la voisine. Et ensuite, qui a tourné. Puis à la fin, le service, il est revenu chez ma sœur. Non, je rigole, mais tu vois, ouais. c'est souvent ça. C'est comme Mmh. quand on t'offre, tu vois, la couverture avec le tigre dessus, là. Euh, c'est les cadeaux, en fait, dont tu Ouais. n'as pas besoin. Et J'ai puis, fait l'ouverture des cadeaux au mariage de copains marocains. donc voilà, C'était quelque chose. Mais oui, c'est ouais, ça. ouais. Ouais, non, c'est clair. Hem j'ai tellement de questions à te poser. Je crois qu'on pourrait durer 1 heure et demie. Si je voulais alors si je voulais te demander de parler un peu, de l'âme du message que tu veux transmettre avec tes œuvres parce qu'il y a voilà, tu as commencé à en parler. Est-ce que tu as toujours eu envie de transmettre ce message? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est affiné avec le temps? C'est un mode d'expression, Mm. l'art de manière générale. Toi, c'est quoi ton rapport à ça et Le message, en fait, il n'y a pas un message en particulier. C'est que moi, ce que je fais, c'est que il y a des sujets dont j'aime parler et j'essaie souvent de connecter le thème dont je veux parler à l'endroit où je suis. Et ensuite, je fais des recherches qui me permettent de trouver une citation, un poème, quelque chose issu de l'endroit. Donc, c'est très important pour moi de faire en sorte que les gens soient connectés à l'œuvre, les gens de la communauté, les gens du lieu où je peins. Et donc, il y a tout ce travail de recherche et de documentation qui se fait en amont, qui me permet ensuite de trouver une citation. Par exemple, j'ai fait un projet sur la DMZ entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et j'avais trouvé ce poème d'un auteur qui s'appelait Kim So-wol, qui était mort avant la séparation entre les deux pays, mais qui était lui originaire de la Corée du Nord. Et en fait, il était né dans le nord de la Corée. Il est mort en 1934, je crois. Et il avait écrit un poème qui s'appelle Impossible d'oublier, qui était un poème d'amour sur la séparation, qui est devenu ensuite une chanson folklorique dans le sud de la Corée, dans la Corée du Sud. Et donc moi, j'ai trouvé ce poème, j'ai dit, purée, ça marche parfaitement avec ce que je veux faire. Et donc, c'est ce que je l'ai traduit donc, du coréen à l'arabe. Moi, je l'ai trouvé en anglais. Donc, je suis reparti à la source du coréen à l'arabe. Et c'est ce que j'ai fait sur l'œuvre. C'était une sculpture qui est installée toujours. Elle est toujours là. 8 ans après, j'ai fait ça en 2017. Et donc, pour moi, ensuite, les Coréens, ils étaient touchés par le fait que j'ai trouvé cette citation, ce poème qu'ils connaissaient. Parce que c'était, comme je t'ai dit, devenu une chanson folklorique dans le sud de la Corée. Et ils apprécient. Et donc, tu vois, l'identité arabe, l'arabe, en fait, le script qui est très identitaire, les gens, ils l'oublient, ça devient juste un médium. Et moi, les gens, souvent, on, on fait ce raccourci assez spécial. On dit oui, donc Elsie, ton travail, c'est des versets du Coran. Parce qu'en fait, le raccourci est très rapide. je voulais t'en parler parce Mm. qu'effectivement, on a tendance à voir la calligraphie arabe comme étant forcément autour de la religion, alors que pas du tout. Ça, c'est pareil, une idée reçue. Mmh. Tu vois, est-ce que, tu vois, les chrétiens musulmans, les chrétiens arabes, ils utilisent le script arabe. Mmh. Les juifs arabes, il y a l'hébreu, mais ils écrivent aussi en arabe. Tu vois, donc il n'y a pas forcément cette connexion directe avec la religion. Et souvent, on me dit, ouais, donc c'est quel verset du Coran que tu as écrit? Mais pas du Ouais, tout. non. Tu vois, donc moi, j'explique que non, c'est pas un message religieux. Quand je fais mon projet Perception au Caire, dans le Ah, quartier je des voulais en chiffonniers, parler. tu vois, ça c'est un quartier copte. Mmh. Et donc j'ai trouvé une citation d'un évêque copte originaire d'Alexandrie qui s'appelle Saint Athanase, qui a vécu au IVe siècle. Et lui qui disait quiconque veut voir la lumière du soleil se doit de s'essuyer les yeux. Et ça marchait parfaitement avec le thème dont je voulais parler dans mon projet, qui était la perception et comment, tu vois, des fois on peut juger des gens sans vraiment les connaître ou juste par rapport à une idée biaisée qu'on a. Et voilà, donc c'est de la calligraphie arabe avec les propos d'un évêque. Et ici, à l'Institut du monde arabe, juste derrière, c'est une citation de Stendhal qui dit l'amour est le miracle des civilisations. Et Stendhal, lui aussi, il était proche de la langue arabe. Il n'a pas appris ou à un moment, il cherchait à apprendre quand tu lis sa bio. Et il disait qu'il était fasciné en fait par le script et la richesse de la Mmh. langue. Donc voilà, j'essaie de vraiment créer des ponts. J'avais fait une œuvre ici à Paris qui était
sur le pont des Arts à l'époque qui était retiré, qui était une citation de Balzac dans le Père Goriot qui dirait Paris est un véritable océan, jetez-y une sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Et pour moi, ça résumait Paris comme je le vois, donc cette diversité, et donc c'est juste un moyen, Mm. la langue arabe, le script, en tout cas la calligraphie. C'est pas la finalité, je fais pas de la calligraphie arabe pour les Arabes en général. Et mon travail, il est plus en dehors du monde arabe que dans le monde arabe. Ouais. Mes collectionneurs, c'est plus des non-arabes que des arabes. Et souvent, le raccourci, il est très facile. C'est très facile de dire, ah oui, mais toi, ton travail, c'est pour. Non. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça réunit tout ça, quoi. Mhm. C'est ça qui est. Bah, tu vois, par exemple, tu parlais du palais, du Petit Palais. Mm. L'œuvre au Petit Palais, elle s'appelle Aux Armes. Donc l'expo, elle a fermé il y a 2 semaines. Elle a duré 6 mois. Et donc moi, j'étais dans la salle des drapeaux. Et le curateur, donc le commissaire d'expo, Mehdi Bencher de la galerie Itinérance, m'a demandé, il m'a dit, j'aimerais que tu crées une œuvre pour la salle des drapeaux. Et donc en fait, j'ai fait la Marseillaise en arabe. C'est en bleu, blanc, rouge. Mm. Et elle a été installée juste après les élections législatives du 9 juin. Ça, c'était rigolo. Voilà. Mais c'est génial. J'ai des milliards de questions à te poser sur ce que tu viens de dire. Est-ce que juste tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le Mhm. projet que tu as réalisé au Caire? Bien sûr. Parce que j'ai vraiment envie qu'on en parle et je trouve ça, enfin, je trouve ça génial parce qu'il y a un lien énorme avec moi, ma vision Mhm. de l'interculturel et j'aimerais bien Ok. développer ça. Donc en fait, à l'époque, je voulais parler donc de la perception. On a tous à un moment été jugés par quelqu'un, ou on a jugé quelqu'un sans vraiment le connaître, juste basé sur ce qu'on a vu à la télé ou l'image qu'on s'est créée d'une communauté. Et il y avait cette communauté du Caire j'aime pas utiliser ce terme-là, Zabbalin, qui veut dire les poubelliers, et qu'en fait, eux, ils s'appellent les nettoyeurs, et moi je les appelle comme ça, les nettoyeurs ou les éleveurs de porcs, Zaraïb, c'est leur nom parce qu'ils utilisent les cochons pour... À la base, c'est des agriculteurs, des fermiers, qui sont venus au Caire dans les années 60 et qui ont commencé à ramasser la poubelle du Caire. Ils ont été installés par Jamal Abdel Nasser dans les années 60. Il les a mis à Muqattam, ce qui est le quartier où ils habitent. Ça s'appelle Manshiet Nasser. Et donc ces gens, ils ramassent la poubelle du Caire, la ramènent dans leur quartier. Et ils ont développé le système de recyclage le plus performant au monde. Donc il n'y a personne qui arrive à faire ce qu'ils font. Ils recyclent plus de 80% de ce qu'ils ramassent, notamment grâce aux cochons qui recyclent les déchets organiques. Et c'est en fait une organisation de malade. Quand tu rentres dedans, tu as l'impression que tout est chaotique alors que tout est parfaitement organisé. Chaque famille en fait a un quartier au Caire, une rue. Chaque personne est spécialisée soit dans le papier, soit dans le plastique. Il y a des gens qui ont juste leurs usines qui coupent le papier. Il y en a d'autres il y a un gars, lui, il avait juste une balance. Donc en fait, quand tu arrives dans le quartier, tu mets ton camion sur la balance, tu es Mm. rempli de papier. Et donc le gars il te met un tampon et il va vendre le papier à une autre personne qui lui va recycler. Donc c'est un système incroyable, mais parce qu'ils sont liés à la poubelle, et ben, ils sont complètement marginalisés. Et donc moi j'ai voulu aller là-bas. Et, En plus, ils combinent le fait d'être copte, qui n'est mhm. pas la Ouais, religion exactement. majoritaire, avec Exactement. le fait d'être. Et donc je suis allé là-bas et puis j'ai réussi à convaincre le prêtre Abouna Samran, le père Samran, paix à son âme, il est décédé l'année dernière, de créer cette œuvre. Et donc j'ai dû convaincre ce monsieur. Au lieu de convaincre l'œuvre, en fait, c'est une anamorphe. Et pour la voir, il faut monter à l'église, au monastère Saint-Simon. Il y a sur la cafétéria un mur, sur le toit de la cafétéria un mur avec une croix, et vous mettez devant. Et l'œuvre apparaît. Plus trop maintenant, parce que ça fait quand même 9 ans que l'œuvre a été faite. Et l'idée, c'était de dire que voilà, si des fois on veut voir le vrai visage d'une personne, il faut peut-être se mettre au bon endroit ou changer son angle de vue. Et voilà, et le projet, il a été célébré par la communauté, par la terre entière, parce qu'en fait, c'était un challenge artistique que même moi, j'avais pas mesuré à l'époque. Et quand je regarde aujourd'hui, moi, je me dis c'est un peu ouf. Et J'aime bien quand on regarde en arrière et qu'on se dit ah ouais, j'étais un peu fou quand même, mais en fait, ça marche. ouais, non, J'ai bien fait d'y ouais, aller. non, je suis J'ai bien content fait de. d'avoir fait. Ouais. Et des fois, aujourd'hui, j'ai besoin en fait de repartir dans des folies comme ça. Mm. Donc Parce que ça représentait combien de bâtiments qui étaient peints, tu sais? 52. 52. Ouais, C'est énorme. ouais, non, Et c'était 52, il fallait. Mais comment tu. Enfin, on sort de la question de l'interculturel, mais comment tu fais ça? Comment concrètement? Quoi, tu te mets au point où tu voulais que ce soit vu, Mhm. tu prends une photo et tu Ouais, découpes chaque exactement. bâtiment et tu fais le dessin par Moi, bâtiment? je suis venu, j'ai pris une photo, donc qui était la photo originale et Ouais. originelle même. Et donc ensuite, je fais ma calligraphie donc sur papier, et ensuite sur Photoshop, je le place sur les murs et après c'est du traçage. Donc je vois en fait comment tracer, et puis j'ai mon équipe qui remplissait.
Donc chaque mur que je traçais, donc il fallait mettre noir, blanc, bleu, rouge. Non, il n'y a pas de rouge, orange plutôt. Et ouais, après c'est du coloriage. Et donc moi j'ai fait voyager 20 personnes avec moi. J'ai embauché 10 personnes. Non, fait voyager 10 personnes avec moi et j'ai embauché 10 personnes dans le quartier. Ok, Donc on était une équipe de 20 entre incroyable. les nacelles, les sacs de sable. Et ouais, c'était un peu la folie. C'est énorme. Et alors, moi, j'adore cette image parce qu'effectivement, dans ce que je transmets, notamment dans mes conférences, mais aussi avec le podcast, finalement, Mhm, c'est que pour moi, les compétences interculturelles clés, en fait, ce qui compte, c'est pas les données culturelles, c'est pas telle culture est mhm, comme ça, telle culture est comme ça, etc. Et on a trop tendance à le voir comme ça. C'est quelle est ta posture. mhm. Et pour moi, les 3 éléments clés dans la posture interculturelle, c'est la curiosité, être capable de poser des questions et se poser des questions. La vulnérabilité, être capable de dire: «Je comprends pas, Bien sûr. aide-moi». Et surtout, du coup, la décentration. Donc la décentration qui est la capacité à sortir, à s'extraire d'une situation pour voir qu'il peut y avoir plusieurs points de vue C'est différents. vrai, Typiquement, tu vois, c'est l'image de 2 personnes face à face avec un 6 ou un 9 qui est écrit au sol bien et tu sûr. en as un qui dit: «Non, c'est un 6» et l'autre qui dit: «Non, c'est un 9». La décentration, c'est la capacité à voir cette image et de dire: «En fait, il peut y avoir des visions différentes» et c'est pas parce que, il y a des visions différentes qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a Bien tort. sûr. Et donc pour ça, il faut pouvoir prendre ce recul et je trouve que ton œuvre, elle le représente tellement bien dans le sens où, bah, si tu es mal placé, si tu as pas ce recul-là, tu vois qu'un morceau, ça n'a aucun sens, d'autant plus du fait que ce soit de la calligraphie, que ce soit des mots ou du coup, Ouais, bah, oui, si tu es excentré c'est vrai. et bah, tu peux pas voir la signification, C'est vrai. et j'adore cette image, enfin, je trouve que ça représente tellement bien, Et après, tu as la connexion, en fait. Ce qui est marrant, c'est que le message, il est connecté entre tous les bâtiments. Et donc, c'est le message qui relie mmh, les gens d'une certaine manière. C'est comme ça que je le vois. Et ça a créé, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, même du Caire, qui ne connaissaient pas ce quartier, qui y sont allés. Il y a moi, j'invite souvent les gens à aller là-bas pour voir l'église, qui est une église qui a été creusée dans la montagne dans les années 70 pendant le Ramadan. Et en fait, l'anecdote du Ramadan, c'est intéressant parce que dans les pays arabes, à l'heure de la rupture du jeûne, il y a un coup de canon qui est lancé pour annoncer la rupture du jeûne. Euh, et donc, eux, ils là-dessus. explosaient la montagne Ouais, avec de la dynamite au moment du canon. Donc, pour ne pas se faire incroyable. attraper par la police. Et donc, ils ont une église de 20 000 places assises. 20 Ouais, 000? ouais, elle est incroyable. Je vous montrerai une vidéo. Ah ouais, ça m'intéresse. C'est fou. Incroyable. Moi, je suis allée à Mokatam pour le coup. Mes parents habitaient en Ok. Égypte et du coup, j'étais allée, Donc, à Mokatam, ouais, quand tu vas à l'église là-haut, là, c'est fou. ah Donc, ouais, génial et je suis pas allée à l'église. faut y Et là, aller. je regrette Le franchement. monastère Saint-Simon, et maintenant, il y a une ligne il y a une tyrolienne. Ah ouais? Ouais, terrain de foot, ouais. Il y a plein de trucs. Excellent Ouais, et q c'est quoi. tu parles, du coup des gens que tu as alors que tu as emmenés et des gens que tu as embauchés sur place. Mhm. Hem, il y avait des barrières culturelles, tu vois, tu as souvenir de trucs où il a fallu, je sais pas, fluidifier les échanges ou pas du tout ou? Non, en fait, il y a des fois, peut-être dans la langue, c'était marrant, il y avait un gars de mon équipe qui est d'origine tunisienne et ou en Tunisie, khallas, c'est-à-dire, est-ce que, genre, payer. Et en Égypte, khallas, ou au Moyen-Orient, khallas, c'était est-ce que tu as fini. Mmh. Et donc, le gars, il venait le voir et dit khalastu, genre, vous avez fini. Et lui, il comprenait pas, il dit de quoi tu parles? Il dit khalastu. Et donc, il dit non, mais vois pas avec moi, vois ça avec C'est Fawzi. lui qui paye. Et donc, il vient me voir, il me dit ouais, mais Fawzi, tu m'avais pas dit que, genre, vous payez personne ici pour peindre les murs. Je dis non, on paye personne. Il me dit ouais, mais le gars, depuis tard, il me dit est-ce que vous avez payé? Je dis mais non, t'as pas compris. Khalastu, c'est ce que vous avez fini. Donc, après, les barrières, en fait, il y a un truc que j'ai remarqué dans tous les projets que j'ai pu faire, c'est quand je suis allé en Corée, je parle pas coréen, j'étais au Népal il y a 3 ans pour un projet pareil, je parle pas népali, mais tu as un truc qui lie les gens, c'est la bonne humeur ou le sourire. Et donc dès que tu souris, dès que tu rigoles, tu sais, tu sais, le langage des signes, en fait, ça marche très Ouais, bien. Et totalement. les gens, ils comprennent quand tu viens, tu sais, avec une bonne intention ou une mauvaise intention, ça se voit tout de suite. Mmh, Et je pense que les cœurs se connectent de façon assez simple quand l'intention est bonne. mmh. Tu, Voilà. tu reçois ce que tu émets. Exactement, Mmh. Absolument. c'est ça. Mmh. Hem, il existe, des calligrapheurs d'autres, langues, tu sais? Tu vois, justement, Ouais, on a mentionné la calligraphie, ouais, bien sûr. Tu as des gens qui font de la calligraphie latine, tu vois. Tu as Chou, qui est un Hollandais qui fait des belles choses. Bah, on va dire la légende, c'est une légende du graffiti, mais qui s'est vraiment lancé dans la calligraphie il y a plus de 15 ans ou même 20 ans. J'ai oublié son nom. Ouais, Ben, Seb, j'ai oublié son nom qui est lui, hein.
un calligraphe en fait qui fait de l'hébreu et de l'arabe en même temps. Je trouve son travail archi intéressant. Après, il y a des calligraphes comme Cryptic, qui est lui américain, qui joue avec le sanskrit. T'as un autre calligraphe, j'ai oublié son nom aussi. Ouais, j'ai une mauvaise mémoire à ce niveau-là. Euh, Américain, qui lui utilise le script coréen. D'accord. Et ouais, après, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges. Et t'as par exemple Camilo Rojas, qui est colombien, lui, qui joue avec le script latin, qui est écrit. Donc c'est de la calligraphie. Et donc la calligraphie, c'est l'embellissement du script. Mm. Tu vois, sauf que l'arabe, je pense qu'il a cette capacité ce côté organique, qui fait que tu peux prendre une lettre et tu peux. Oui, une fluidité Ouais, de elle est fluide, mais l'écriture. tu peux l'étendre. Tu vois, tu peux prendre la lettre ba, qui est le B, tu peux faire un bas de 30 km et ça sera toujours un bas, tu vois. Alors que, Prochain objectif, 30 ouais, km de mural. ouais, exactement, t'imagines, ce serait fou. Ouais. Non, je suis pas là-dedans, en fait. Je suis pas dans Dans la, la performance. ouais, la perception, les 52 bâtiments, c'était juste une erreur de ma part sur Photoshop. Ah bon? Ouais, ouais. En fait, à la base, c'était 36 bâtiments et tu vois, quand tu contrôles et t'agrandis la photo, ben, en fin de compte, c'est genre le 10 mm sur Photoshop, et ben ça, Ouais. c'était ouais, 16 bâtiments en plus dans la vraie vie. Bon, voilà. Et au niveau des différences culturelles, est-ce que toi, du coup, dans les pays où tu es intervenu et cetera, est-ce que tu vois des différences dans le rapport au en fait, la calligraphie, non, le graffiti a un lien avec, le temps qui est particulier et le fait d'être éphémère. Mhm. Est-ce que, est-ce que tu as vu des différences dans le rapport au enfin, tu vois, est-ce que ça a eu un impact, le rapport au temps des différentes cultures, et le lien avec le graffiti? Non, je pense que moi, en tant qu'artiste, je collectionne des moments. C'est que ce qui m'intéresse, c'est pas l'œuvre, elle est là, elle est importante, mais ça reste, comme je disais tout à l'heure, le prétexte à la rencontre. Et donc, moi, j'ai fait un projet au Népal. J'ai passé un mois dans un village perché à 4 heures sur une montagne à 4 heures de Katmandou. Incroyable. Et quand j'ai fini l'œuvre, le lendemain, il y a eu une tempête. Donc, l'œuvre, c'était une peinture et une sorte d'installation avec du bambou et des tissus. Donc, la tempête, elle a fait tomber toute l'installation. Et on l'avait pris en photo la veille, donc c'était cool. Mais j'avais bossé donc avec un groupe de femmes qui avaient reconstruit leur village, qui s'étaient formées au métier de la construction, qui avaient créé un atelier où elles fabriquaient des briques antisismiques. Et donc moi je dis, bon, bah, c'est la vie, hein. Au moins on a la photo, l'œuvre elle n'a pas tenu, c'est comme ça. Et non, et puis ce groupe de femmes a dit, non, 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 cette œuvre elle nous appartient. Et donc pendant, je crois, une demi-journée, elles ont remonté tous les bambous, tout réaccroché. Donc là, ouais, elle était là, c'était marrant. Tu vois. Et Incroyable. donc il y a, je pense que c'est le moment qui fait que les gens s'attachent à l'œuvre. Et ce qu'ils retiennent, c'est pas l'œuvre, c'est ce qui s'est passé autour, c'est les ambiances qui ont été créées, tous ces moments-là. En Égypte, au Népal, en Corée, c'est tous ces petits trucs. Ouais, ces petites anecdotes que tu racontes, tu raconteras plus tard à tes enfants. Et voilà, et c'est ça qui nous lie, c'est ce moment. Et puis comme on documente tout, photos, vidéos, donc des fois c'est marrant, tu retombes sur des vidéos, tu partages. Perception, on en a fait un documentaire, ce serait cool peut-être de le screener à l'Institut du monde arabe. Carrément. Ouais, donc ça. À ceux qui Non, nous non, écoutent, parce qu'il est en train de tourner là, et mais le oui, film est sorti il y a 2 ans, ouais, un peu moins de 2 ans, et puis il tourne en ce moment. Il était en Inde il y a 2 semaines, Chicago, l'Arabie Saoudite la semaine dernière, là il va à Taïwan, je crois, dans un excellent. mois. Tu vois, donc, et voilà, le projet il est universel, en tout cas le message est universel. Donc tout le monde se reconnaît dedans. Mmh. C'est pas le fait que ça soit de la poubelle ou de la calligraphie arabe ou de l'Égypte, C'est l'humain. c'est la perception exactement. Mmh. Tu parlais du Népal, je crois que tu m'avais parlé d'une, surprise interculturelle que tu avais eue Ah là-bas ouais, justement. ouais, le Népal, ouais. Donc ouais, Une bah, pendant ce anecdote? projet, je me rappelle, il y avait ce gars qui s'appelle Lakpa, qui était le mari d'une des femmes qui bosse avec moi sur le projet, et qui vient me voir un matin, qui me dit, Fawzi, on aimerait, mon vrai nom c'est Fawzi El Cid, c'est mon nom d'artiste, pour info. Et il me dit, ouais, ce soir, on aimerait vous inviter, toi et ton équipe, à venir manger chez nous pour l'anniversaire de ma fille. Je dis, ok, cool, bah. Je dis à quelle heure? Il me dit 19h. Je dis, ok, on sera là. Il me dit, on mangera du poulet. Je dis, d'accord. Et là, en fait, il est en train de tenir un poulet vivant qui tient par les ailes. C'est une poule blanche, je me rappelle. Et il me dit, tiens. Je regarde, je lui dis, comment ça, tiens? Il dit, Muslim. Tiens, alors. Et donc moi, j'ai ni évoqué ni religion, j'ai jamais parlé.
de mes convictions. Et donc, voilà, il a assumé parce que j'étais arabe, que j'étais musulman. Et donc, je n'en veux pas, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, moi, en fait, j'ai apprécié la considération. Le fait qu'ils se disent, voilà, j'ai envie d'inviter ces gens-là, ils ont peut-être des convictions religieuses différentes des nôtres et qui ne peuvent pas manger si la viande n'est pas halal. Et donc, il m'a donné un poulet que, Pour que toi, tu le ouais, tues comme il faut, exactement, pour que selon, voilà, exactement, que je l'égorge selon le rythme musulman. Et donc, ce que j'ai dû Mhm. faire, parce qu'ils attendaient, ils étaient là, il y avait sa maman qui était là, qui avait mis avait un chaudron avec de l'eau chaude, c'était sur du feu, pour que j'égorge la poule et qu'on la mette dans l'eau pour ensuite la déplumer. Et donc, ouais, c'était spécial. Et Incroyable. non, c'était cool, mais en fait, j'ai beaucoup aimé cette anecdote parce que ça m'a montré voilà, on est de l'autre côté de la terre, on parlait même on parle pas la même langue, et que il a assumé quelque chose, mais ça venait d'une bonne intention. Ouais. Et donc, j'ai dit, ok, pas de souci, vas-y, je vais égorger le poulet. J'avais eu un truc comme ça, moi, en Patagonie chilienne. Ok. Où j'avais fait du stop. On était prises en stop avec une copine par 2 gars, mais la nuit tombait et tout. Enfin bon, Mhm. et en gros, là où on voulait aller, ils allaient pas du tout au même endroit, mais ils nous disaient: «Non, non, on peut pas vous déposer, sur la route, c'est pas possible». On était là: «Si, si, si». «Non, non, vous venez, vous dormez chez nous et tout» et puis effectivement, là où on voulait qu'ils nous déposent, en fait, c'était la nuit, c'était dans les montagnes, donc c'était Ok. complètement enneigé, il Ok. y avait pas de lumière, enfin bon, c'était pas possible. Donc on dort chez un des gars et le matin, on se lève et il y avait, donc les 2 gars, l'autre était revenu et puis un troisième mec qui était en fait le maire du village, parce qu'ils avaient Ok. invité le maire du village parce qu'ils avaient une petite française et une petite allemande chez eux, tu vois? Et ils avaient fait un «petit déjeuner français» entre Waouh. guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait un fromage, du Ok. pain et une brique de vin Trop bien. parce que j'étais française et du coup, ils avaient voulu nous faire un petit déjeuner Waouh. français. Et C'est j'étais cool. là: «Moi, je veux bien le fromage et le pain, mais alors le vin au petit-déj, ça va être un Ouais. peu dur». Mais c'est pareil, ça venait d'une bonne intention et c'est rigolo des fois, les stéréotypes qu'on peut avoir, mais bon et c'est ça qui amène aussi des fois la discussion, Exactement. Mm. justement. Exactement. C'est comme ça que je le vois. Et moi, pour moi, ça reste une belle anecdote et j'aime bien la raconter. Mmh. Parce qu'eux, ils étaient hindous. Je me rappelle, c'était juste après la fête de Dosei, genre, qui est une fête qui a lieu au mois d'octobre chaque année. Et pareil, en fait, ils nous ont invités à toutes ces célébrations. Et voilà, moi, le fait de vivre ce genre d'expérience, ça me permet d'avoir un regard différent, en fait, sur le monde. Et de me dire que, ouais, en fait, on a plus de choses en commun que de différences. Et on oublie ça. On l'oublie souvent. Je suis totalement d'accord et c'est rigolo, tu sais, quand j'ai monté mon ONG, Mhm. Constellatio, la première école où je suis intervenue, c'était en Bretagne parce que j'interviens toujours quand on fait des projets, c'est toujours sur Mhm. notre territoire et à l'étranger. Donc ce premier projet autour de la narration, c'était en France et aussi en Tunisie avec Ok. 5 autres pays et les élèves, moi la raison pour laquelle j'ai créé cette association au départ, donc j'avais 24 ans, c'était pour amener le monde aux enfants qui ne pouvaient pas toujours voyager, qui n'avaient pas cette chance-là et pour leur montrer, bah, en fait, que c'était fascinant toutes ces différences et à la fin, je suis intervenue, 3 mois dans l'école, 2-3 fois par semaine et à la fin, j'ai demandé aux enfants ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils avaient découvert avec le projet et en fait, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est: «En fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de points communs que ce qu'on pensait». Bien sûr. Et moi, j'étais pas partie avec ça en tête au départ, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Du coup, ça a transformé complètement l'âme de Constellatio où effectivement, à partir de cette toute première classe où j'étais intervenue, bah, c'est devenu à la fois éveiller la curiosité envers les différences, mais aussi se rendre compte de tout ce qui nous lie en fait, et en fait, c'est des gamins de 8 ans qui m'ont appris ça, Exactement. tu vois? Qui ont attiré mon attention là-dessus et je trouve ça génial. Mais je pense, cette innocence et cette naïveté. Et tu te rends compte, en fait, t'as pas besoin de. Je pense qu'on est victime aujourd'hui de l'ignorance. C'est-à-dire que les gens ont peur des autres juste sur l'ignorance, alors que souvent, il n'y a rien. En fait, c'est juste, t'assumes des choses. Je pense que si on éteignait tous nos télévisions, on irait mieux. Et Surtout en encore, France. la télévision, c'est comme tout, c'est un outil et quelque part, c'est aussi comme ça qu'on peut découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Ouais, Ça devrait, tu vois? Mais ouais. c'est comme tout, c'est comme quand on parle de l'intelligence artificielle, où tu Mhm. peux l'utiliser pour arrêter de réfléchir, mais tu peux aussi l'utiliser pour qu'il te pose des questions que tu ne te serais pas posées, tu Bien vois? En sûr, fait, c'est vrai. c'est comment on utilise ces outils, c'est tellement important mais oui, c'est souvent du manque de connaissances et tu vois, on parlait de religion. Moi, c'est une de mes grandes frustrations, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a confondu en France, la laïcité avec le la non-présence de religion et du coup, on n'en parle pas et comme on n'en parle pas, on ne connaît pas et donc on a peur de ce Bien qu'on ne sûr. connaît pas.
Et c'est pour ça que c'est tellement important et c'est pour ça que je dis toujours que je travaille sur le dialogue interculturel. C'est comment on crée du dialogue, comment on apprend à poser les questions aux autres, à se poser les questions et utiliser justement nos identités pour dire: «Tiens, mais moi je fais ça comme ça, toi tu fais ça comment?» Bien tu vois? sûr, Et c'est tellement important, c'est vrai. Moi je l'ai vu quand j'étais en Égypte, en fait, le fait de côtoyer la communauté copte, il y a tellement de ressemblances. On s'en rend pas compte, mais c'est la même chose. C'est pareil, tu vois. Donc c'est une religion monothéiste. C'est la même quand tu vas à la synagogue de la Reliba, Djerba, et tu parles avec le rabbin, c'est pareil. Donc moi je me rappelle, c'était le rabbin de Tunis qui m'envoyait des messages sur Instagram. Euh, non, je sais plus c'était qui. J'oublie son nom. En fait, je savais pas comment lui répondre. J'ai demandé à un pote à moi, je lui dis comment je parle au rabbin. Je lui dis rabbin, tu vois. Tu sais, parce que j'avais posé un truc sur Insta, j'avais besoin de quelque chose, et je vois que c'est le rabbin qui me répond. Il me dit ouais, on est fiers de ton travail, Elsie. Je dis, waouh. ah génial! Ah, c'est trop cool. J'ai oublié son nom. Il était jeune. Et j'ai oublié son nom. Bref, tu vois. En fait, c'est que tu te rends compte on a plus de points communs que de différences, et c'est ça qu'il faut cultiver. Donc, Absolument. voilà. On parle de culture nationale, là on a parlé de culture religieuse, mais toi du coup sur, c'est, dans le graffiti, c'est je sais pas, c'est l'art de rue, c'est la culture populaire plutôt? Heu, il y a une différence entre dans la musique, c'est pareil, entre les cultures populaires et les cultures, on va dire, plus élitistes, plus classiques, tu sais? Et Mhm. enfin, je me suis beaucoup posé cette question quand je suis allée voir effectivement l'exposition, au Petit Palais, Ok. de quels sont les rapports, tu vois? Quel est toi, par exemple, ton rapport entre le monde des musées qui va être plutôt, tu vois, un monde du figé, un monde des cultures classiques avec, Euh, tu vois? Il y a une vraie différence culturelle entre les 2. je sais pas si c'est culturel ou c'est en fait le musée. La fonction du musée, c'est de raconter l'histoire à un moment donné. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que le rôle du musée, c'est de collectionner, de conserver des œuvres pour pouvoir dire, ouais, voilà, en 2025, il s'est passé ça, et voilà comment les artistes ont parlé de cette actualité, on va dire. Mmh. Et c'est comme ça que je le vois. Donc pour moi, le fait d'être dans un musée, non, c'est pas élitiste. Et c'est ça le problème, c'est que dans l'art, aujourd'hui, on a créé cette différence où, voilà, non, vous pouvez pas comprendre. Vous êtes issu d'un milieu modeste, c'est trop compliqué pour vous. Et inversement, Voilà, vous et pouvez pas comprendre, vous êtes dans votre tour, exactement. dorée, Voilà, et donc, alors que non, je pense que l'art, il fait appel aux émotions, et c'est ça qui nous permet, c'est ça qui fait qu'on est humain et qui nous connecte. Et donc, le fait de dire à une personne, de limiter une personne, euh, limiter le contact, en fait, à une personne par rapport. Désolé. Oh, Temps mort. problème technique. Je suis Tiens, gratté le dos, attends. On recommence. Ok. c'est Donc, je bon, disais on quoi? enregistre toujours. Hmm. Tu disais Voilà. le fait de limiter, Ouais, l'accès à l'art, en fait, à un certain groupe de personnes, eh ben, c'est une façon de leur limiter euh, le, le prisme, en fait, de leurs émotions. Je veux dire que tout le monde va ressentir une émotion différente qui va peut-être être la même émotion face à une œuvre d'art. Et t'as pas besoin d'être, tu peux être Bill Gates ou un vendeur de, je sais pas moi, de chapatier à Tunis. Quand il y a quelque chose qui est beau, t'as pas besoin, tu sais, t'as pas besoin d'être à un certain niveau social pour le comprendre. Et donc la beauté, elle fait appel à l'âme, et c'est ça qui fait que normalement l'art doit être pour tout le monde. Et donc le fait de limiter, pour moi, les musées ou l'approche de dire qu'un musée c'est pour une certaine élite. Non, moi je le vois plus comme le musée comme l'endroit, le sanctuaire qui va raconter, j'espère, l'histoire aux futures générations. Et donc c'est pour ça, même moi, en tant qu'artiste qui peint dans la rue, je fais des œuvres de studio, des petites œuvres, et donc j'ai plusieurs œuvres qui sont entrées dans des musées. Et donc moi, je me dis, bon, ça me permet aujourd'hui je me dis peut-être dans 200 ans, il y a quelqu'un qui va avoir cette œuvre-là dans la collection. Là, il y a une œuvre qui est entrée au Met. Donc c'est incroyable. pas arrogant, mais j'en suis fier. Bah Donc je non, me mais dis, c'est pas notre non, enfin c'est non, cool, c'est ouais, c'est exceptionnel. c'est cool. Donc je me dis, bah, dans 200 ans, si l'œuvre elle est exposée au Met, elle fait partie déjà de la collection, aujourd'hui en 2025. Et donc, me dire, bah, quelqu'un ira se poser la question, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là, et pourquoi il a parlé de ça à cette époque? Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est important que même les artistes aujourd'hui de différentes classes sociales, de différents milieux, bah, peignent et parlent de leur temps. Et moi, je fais de la calligraphie arabe, stylisée d'une certaine manière. Souvent, les gens ils la placent dans l'art islamique, alors que je suis pas dans l'art islamique.
je suis un artiste contemporain, je parle de mon temps, je parle de ce qui se passe aujourd'hui, je parle de ma condition humaine, du monde dans lequel je vis, et voilà, et j'essaie d'être un vecteur, ou en tout cas un amplificateur de la voix d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça que je le définirais. Amplificateur, on dit ça? Ouais, je Amplifier. pense. Ouais, je sais T'as pas. Enfin, vu, ça se comprend en tout tu sais, cas. je fais jamais, tu sais que je fais très peu d'interviews en français, donc des fois j'ai du C'est mal. vrai? Ouais, ouais. Ouais, Des bien. fois j'ai l'impression que je suis Van Damme quand je parle, tu vois. Ça va. Voilà. Franchement, ça va. Ok, merci alors, c'est bon. Je te propose, sur cette fin, de discussion, Yeah. je fais ça sur chaque, épisode interview. Ok, J'ai, 4 petites questions bonus. ok, C'est à toi de voir si tu veux répondre court ou répondre plus long ou ok. développer ou pas. Est-ce qu'il y a un rituel de n'importe quel pays, du monde qui te parle particulièrement, que tu aimes particulièrement? Mais un rituel. Ouais, un rituel, ça peut être, aussi bien une fête particulière qu'une manière de saluer, que, tu vois? Ça c'est Hmm. Moi j'aime bien en fait quand ils se saluaient au Népal. Tu vois, c'est le fait le- de joindre les mains. Ouais, mais en fait surtout la communauté Tamang. Moi j'ai passé beaucoup de temps chez les Tamang, qui est en fait des castes du Népal. Et eux, ils parlent pas le népali, ils parlent donc le tamang, ils disent pas namasté, ils disent lasso. Et donc il y a une sorte je sais pas, d'humilité quand ils disent bonjour, ou quand ils te saluent, ouais, qui m'a surpris parce qu'en fait, partout où tu vas, tout le monde, tu peux rencontrer l'homme le plus riche du Népal ou un petit paysan à Sindul Pachok. Et tu vois, l'énergie qui te lance, en fait, c'est la même. Mmh. Donc ouais, j'aime beaucoup. Il y a un respect, qui est inconditionnel. D'une certaine manière, ouais. Mmh. Tu le sens. En fait, tu sens que c'est sincère. Et en fait, c'est accompagné du sourire. C'est pas forcé. C'est pas la poignée de main, tu vois. Quand, tu sais, des fois, tu serres la main à quelqu'un, Oui, tu as ça peut l'impression être qu'il. un rapport de force dans Ouais, la il y poignée a de c'est main. le gars qui te tient Ouais. la main, tu sais, quand il y a du monde, je sais pas ce qu'il veut, et puis tu as le gars, tu sais, sa main, elle est toute molle. Ou Moi, j'aime bien la sorte Ouais, de sorte de poignée de main Lego là, tu sais? moi, j'aime bien la poignée de main des Playmobil. Égyptiens. Quand ils te serrent la main, les Égyptiens, ils t'attrapent le. Le En fait, poignet? ouais, tu vois, ça va là. Ouais. Tu Ils sais qu'à disent- l'origine, c'était comme ça qu'on serrait la main. Ok, Au donc, ouais. départ, on serrait la main comme ça en tenant par le poignet pour vérifier que l'autre avait pas un poignard Ok, d'accord. caché dans sa manche. Ok, Ça vient de là à l'origine, la poignée de main. ok. Wow. C'est marrant. Donc c'était ça. Donc eux, ils Tu font vois, ouais. encore, Donc ça me fait délirer. il y a un côté très, je sais pas comment dire, incluant, enfin je sais pas, Ouais. tu rentres dans, tu souhaites la bienvenue à la personne dans ton espace personnel quelque vrai. part, tu vois? C'est pas, Ouais. tu maintiens pas à distance, au contraire. Viens Ouais. ici. Ouais. Est-ce qu'il y a un plat que tu aimes particulièrement? Un plat Euh, traditionnel? voilà, la mloukhia tunisienne. Puis moi, je viens de Gabès, donc t'as vu, ça vient de chez nous, la mloukhia. Donc ouais, la mloukhia, qui est la corette en français, pour ceux qui savent pas. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre. Alors moi, j'adore la mloukhia, genre les 2 premières cuillères et après Ça, j'aime plus. C'est trop bizarre, ouais. ok. Ouais. Mais en général, quand on est étranger, quand on n'est pas tunisien, on aime ou on n'aime pas quoi, la En fait, tout le monde mloukhia. aime les Tunisiens. Moi, j'ai mon grand frère qui déteste. Il dit que c'est un C'est vrai? mélange de pétrole et de shit. Tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est la OK. couleur, tu vois. Et donc, c'est ce côté noir, Ouais, vert. la couleur, noir-vert, Ouais. ouais, je suis d'accord. Donc, voilà. La mloukhia. Ça se mange à une occasion particulière? Je sais plus. Il y en a qui aiment la préparer pour le début de l'année, pour dire que l'année va être verte, genre khadra. Moi, moi et ma fille, on la mange tout le temps, on kiffe. Il n'y a que moi et elle qui la mangeons à la maison. Et moi, en fait, des fois, je peux faire une loukhia 2 fois par semaine. Ah oui. Parce que, en fait, je sais pas, c'est bizarre. J'ai ce craving, comme on dit. Mmh. Mais sinon, Moi, ouais, je l'ai avec la hoja, en Ok, merguez. ok, du merguez, ok. Ah, Mais moi, je voyage avec ma mloukhia, c'est marrant. La dernière fois, j'étais à Milan, je faisais un projet il y a quelques mois à la Fondation Pirelli. Et donc, j'ai passé 2 semaines là-bas. Et donc, tous les jours, je mangeais dans le restaurant du musée. Et je t'avoue, au bout de 2 semaines, il y avait le chef, il s'appelait Vito. Je lui dis, franchement, je kiffe ta bouffe, mais j'ai tout essayé sur la carte, tu sais, j'en ai marre. Est-ce que je Je peux vais me cuisiner bloquer. demain? Et moi, donc, en fait, je voyage souvent avec mes épices. Ah ouais? Et de la mloukhia, ouais, toujours. Génial. Et donc j'ai fait une mloukhia, et c'était trop marrant. Donc le chef, il connaissait pas, et puis il y avait toute l'équipe du musée qui bossait avec moi sur le projet. On a fait une table, on a mangé, c'était cool. Ah, Et donc trop ça a mis bien. tu sais, je l'ai préparé, ça met 24 heures quand tu la prépares. Ouais. Moi, j'avais commencé le samedi, on l'a mangé le dimanche. Bah, c'était cool. C'est que j'ai fait un de mes premiers épisodes du podcast
Ça s'appelle, je crois, la fois où j'ai failli mourir d'une overdose de couscous. Ok, d'accord. J'étais ma famille adoptive tunisienne, Mhm. la grand-mère qui est décédée depuis, sa spécialité c'était le couscous de légumes. Ok, Et donc à chaque fois elle était là, c'est un des premiers mots que j'ai appris en tunisien, cool. cool, ouais, exactement, cool. Et elle mais mange, mais c'est. Je disais, et deuxième mot que j'ai appris en tunisien c'est barcha, c'est Barcha, trop. trop, ouais. Je disais, barcha mamie. Elle était quoi barcha? C'est léger, c'est des légumes. Exactement, exactement. Et je trouve que c'est vraiment en Tunisie, tu ressens le fait que cuisiner, c'est un des langages de l'amour. C'est vrai? C'est vrai ça. Il y a Et vraiment même, il ça. n'y a pas qu'en Tunisie, en fait. Non, ouais. Le fait de cuisiner pour quelqu'un, tu le sens souvent. Moi, je dis toujours à mes enfants que un des ingrédients secrets quand je cuisine, c'est la dose d'amour. Et tu le sais, quand tu manges chez quelqu'un ou que tu manges dans un resto, c'est pas pareil. Quand le chef, la personne qui te sert à manger dans un resto, Et c'est lui ouais, qui est passionné, tu Ouais. le sens aussi. Mm. Tu le sens dans la bouffe. En fait, il y a une vraie énergie que tu transmets à la nourriture. Voilà, Musique. musique. Est-ce qu'il y a ou un style de musique traditionnelle ou un artiste particulier qui te prend au trip, j'en sais rien, ou que tu aimes particulièrement? Non, en fait, moi, j'écoute vraiment tout. Si je te montre ma playlist, tu vas dire, je suis un psychopathe et ça va de tout, tu vois. Franchement, j'écoute du Louis Prima à du DMX. En ce moment, il y a deux chansons qui passent en boucle dans ma playlist. C'est la chanson de Kairoki, qui est un groupe de rock égyptien. Pas de rock, je dirais pas. Mais qui s'appelle Tilka Qadhiya. Genre, c'est une cause. Et en fait, qui fait une sorte de comparaison entre ce qui se passe dans le monde, en fait, entre différents événements. Et la chanson, elle est très triste, mais le rythme, il est incroyable. Et puis, il y a cette chanson de Medine récemment, qui était dans la pièce, dans le spectacle La haine, Ouais. la chanson s'appelle L'amour. Franchement, j'ai l'impression que il a résumé, pour moi, je lui ai dit que c'était un classique et c'est un de ses meilleurs morceaux qu'il ait fait. Ça résume parfaitement euh, la France d'aujourd'hui, d'une certaine manière, Ah de ouais? façon triste, en fait. Hmm. Ça s'appelle L'amour, Bon, je mettrai réponse à les la haine. liens, Ouais, non, description elle est de. je t'enverrai les deux chansons Ouais, je veux bien. et puis après, il y a quoi d'autre comme chanson que j'écoute en ce moment? Il y a More Bounce to the Hounds, je sais pas, c'était une chanson que j'écoutais, une chanson de funk des années 80 ou 70 qui revient dans ma playlist en ce moment. Donc il y a aussi, euh, comment elle s'appelle? Mercedes Sosa que j'aime beaucoup, Mhm. chanteuse chilienne. Donc, il y en a certains qui disent qu'elle est argentine. Sa chanson Gracias a la Vida, pareil, elle tourne beaucoup dans ma playlist en ce moment. Ouais, j'ai Ok. pas un truc en particulier. Ça dépend des périodes Ouais, il et y a des des. périodes, des chansons que je vais écouter vraiment tout le temps. Et puis, mais je crois que ces quatre chansons, c'est ce qui passe le plus en ce moment sur ma playlist. Donc je les mets en repeat one. Voilà. Voilà. Moi, j'ai une chanson tunisienne qui me marque plus qu'une autre, qui est un classique, Mhm. presque cliché, tellement c'est classique. Mais parce que quand j'ai ramené mes élèves tunisiens en Bretagne, Ouais. on était dans l'école bretonne et j'ai invité le cercle celtique Ok. du village, donc les danseurs traditionnels bretons qui sont venus en Ok. costume Ouais. faire une initiation à la danse bretonne aux 20 petits Tunisiens et aux 20 petits Ok. Français. Et après, on a mis de la musique aussi tunisienne et les Ok. petites Tunisiennes ont mis leurs vêtements traditionnels. Ok. On avait Ouais. ramené des pâtisseries et tout. Et tu avais les grands-mères en costume traditionnel breton qui Wow. dansaient sur Allah, Allah, Ah, ya ok. baba, c'est Mansour. Wow. Ça reste Mortel. très, très, très ancré. Fallait voir. C'était des images Magnifique. extraordinaires. Franchement, c'était Magnifique. formidable. Dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a un pays qui te touche plus qu'un autre? Tu as le droit de répondre non, parce que c'est pas une question facile, franchement. Mais est-ce qu'il y a Ouais. un pays où, je sais pas, où tu te sens chez toi plus qu'un autre, ou qui t'attire, ou qui. Non, en fait, je sais pas si c'est des pays ou si c'est des endroits. Tu vois, je veux dire, quand je suis à Paris, il y a certains endroits où je sens que je suis chez moi. Quand je suis en Tunisie, pareil, quand je suis à Gabès, tu vois, sous les oliviers, je sens que je suis chez moi. En fait, c'est pas que se sentir chez soi, tu sens que tu appartiens, tu Mm. fais partie de l'endroit. Tu vois, donc il y a des endroits comme ça aux États-Unis, quelques endroits pareils à New York où j'ai vécu, où j'ai l'impression que quand j'y retourne, tu vois, c'était un moment de ma vie. Mm. Donc j'appartiens à ce moment-là aussi. Donc je sais pas, moi c'est plus des émotions en fait, c'est des moments que je collectionne dans ma vie ouais. Et mais je peux pas dire oui, un endroit que je préfère plus par rapport à d'autres. Des fois, il y a juste
un arbre où je me suis posé une fois en dessous et puis je me dis, ouais, purée, sous cet arbre-là, j'ai pensé à ça et ça m'a permis de faire ça et ça. Quelque Ouais. part, tu te reconnectes. Ouais, C'est comme s'il y avait des petits lieux comme ça qui rejoignaient les moments dans le temps. exactement, Mmh. exactement. Mais sans vraiment, tu sais, me dire, ouais, c'est mon endroit préféré. Il y Ouais. a pas de... C'est vrai que Gabès, dans le sud de la Tunisie, comme ma famille est là-bas, il y a un lien différent. Paris, parce que j'y ai grandi. Sauf que Paris, ça a beaucoup changé, j'ai l'impression. Donc, Mmh. ouais, Tu je sais que je passe suis le temps. jamais allée à Gabès. Sérieux? Et pourtant, je suis Bah, allée dans pas mal d'endroits en t'as Tunisie. raté quelque Et je me chose. ferai gronder parce que j'ai un de mes meilleurs amis T'as qui raté est quelque chose. musicien et qui donne des cours à Ok. l'université Bah, de t'as raté un Gabès. gros truc, franchement. Mais c'est pas fini. Voilà. Il faut bien qu'il me reste des choses à Exactement, découvrir. Bon, il y en aura exactement. toujours, mais... Bah, écoute, c'est la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé dire? Est-ce que tu as envie de donner un message de la fin ou pas forcément? Non, souvent on demande ça dans les podcasts, mais Ouais. tu sais, genre comme si on avait la sagesse et on avait Non, mais c'est une pas tant la parole. sagesse que je sais pas, est-ce qu'il y a un truc particulier dont j'aurais pas parlé ou une question que je t'aurais pas posée ou tu penses que c'était important d'en parler sur ce podcast sur Non, l'interculturel ou non, pas particulièrement? juste savoir que, ouais, en fait, juste cultiver. Non, il y a cette phrase, depuis tout à l'heure, si on parle de ça, ça me rappelle, je sais pas si t'as vu les trois frères. Oui. T'as vu à la fin, quand ils sont dans le procès, là, au tribunal, il y a Pascal Légitimus qui dit, comme dirait l'honorable Timothée Gustave, il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Donc cultivons la différence et non l'indifférence. Je sais pas si ce Timothée Gustave a vraiment Je existé, sais pas, faudrait tu qu'on vois, vérifie. et tu vois, mais donc en fait, chaque fois, tu vois, mon frère, il faisait toujours ça, genre, il disait, mais cultivons, quand il y avait, tiens, Ah bah désolé, décidément. quand il y avait une embrouille entre deux gars, il disait, mais cultivons, comme dirait Timothée Gustave, cultivons la différence et non l'indifférence. Donc voilà, je pense que c'est le message de la fin. Merci Merci beaucoup, Charlotte, beaucoup, c'est cool, c'était ça fait génial. plaisir. J'espère que ça a enregistré la fin. Mais oui, Ok, cool. à Voilà, très bientôt. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.